Aujourd'hui, nous recevons Dr Jeanne Bouteau, gynécologue obstétricienne au Centre hospitalier universitaire de Montréal. Dr Bouteau est détentrice d'un double fellow en amélioration de qualité des soins ainsi qu'en ménopause. Alors, c'est un grand honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons parler du syndrome géniturinaire de la femme ménopausée. J'aimerais tout d'abord que vous nous fassiez un topo de qu'est-ce que ça représente au niveau symptômes et aussi la cause du syndrome géniturinaire de la femme postménopausée. Donc, chez la femme ménopausée, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une diminution des hormones une fois que la ménopause arrive. Donc ça inclut l'estrogène, la testostérone, la progestérone. Et on sait que les tissus au niveau de la vulve, du vagin et de la vessie sont excessivement sensibles à ce type d'hormones. Donc, avec la chute des hormones liées à la ménopause, on va voir que le tissu au niveau de la vulve, du vagin, donc la sphère vraiment génito-urinaire, va être affecté par la diminution des hormones. Puis ce que ça va amener ce qu'on appelle historiquement l'atrophie. Donc le tissu va devenir plus mince, il va devenir plus petit, il va devenir moins élastique, il est moins humide et il est aussi plus fragile. Alors, cliniquement, ça va se présenter de quelle façon? Alors, c'est vraiment une sphère génito-urinaire. Donc, il va y avoir des symptômes qui peuvent être urinaires, les infections urinaires à répétition, la dysurie, une sensation de brûlure quand on urine. Il peut y avoir une urgence mictionnelle. Ça va être toute la sphère des symptômes plus urinaires. Après ça, il va y avoir les symptômes génitaux. On peut avoir de la sécheresse, de la démangeaison, de l'irritation. Certaines femmes vont même présenter des saignements qui peuvent être liés à l'atrophie. Puis après ça, on va avoir toute la sphère des symptômes qui sont liés à la fonction sexuelle. Donc là, on va voir qu'il y a moins de lubrification, qu'il peut y avoir des douleurs aux relations sexuelles. Donc c'est vraiment toute cette sphère, donc c'est vraiment génito-urinaire. Est-ce que vous pensez que si on laisse aller ça sans traitement, que ça peut devenir plus difficile après ça à traiter? Certainement. Donc, ce qu'on voit des fois, c'est qu'il y a des patientes qui ont attendu très longtemps avant d'oser aborder le sujet ou pour quelconque raison qui ont eu du mal à trouver quelqu'un pour prendre en charge cette problématique-là chez elles. Puis qui nous disent souvent « Ah, si j'avais su plus tôt, j'aurais fait de quoi plus tôt? » Alors oui, plus le syndrome est avancé et sévère, plus c'est difficile de le traiter. On va souvent avoir une amélioration, mais on aura rarement un retour complet à l'état qui était avant l'arrivée de la ménopause. Mais s'il est pris en charge tôt, on peut certainement ralentir la progression ou l'arrêter complètement. Donc, le plus tôt, le meilleur pour la prise en charge de cette problématique. Est-ce que vous avez l'impression dans votre pratique que les patientes, ça va même au-delà de la symptomatologie géniturinaire, que ça affecte même leur quotidien, leur relation de couple? Certainement. Donc, on voit dans les études, c'est rapporté que le syndrome géniturinaire, ça peut avoir le même impact sur la qualité de vie que des maladies comme le MPOC, l'asthme, différentes maladies chroniques. Et Dr Bouteau, mis à part la symptomatologie que les patientes ont, comment fait-on un diagnostic d'atrophie géniturinaire ou de syndrome géniturinaire de la femme ménopausée? Donc, c'est sûr qu'habituellement, les symptômes qui vont être décrits par la femme vont vraiment vous mettre la puce à l'oreille. C'est des symptômes quand même assez classiques. Et puis l'autre chose qu'on voit aussi fréquemment en pratique, ce sont les patientes qui nous rapportent « Ah, j'ai fait des infections à champignons, à levure. » Elles se traitent avec des crèmes disponibles sur les tablettes. Ça s'améliore quelques jours, puis ça revient. C'est très, très rare pour la femme post-ménopausée qui n'a pas de condition médicale particulière. Tout comme chez la femme prépubère, c'est rare d'avoir des infections à levure et à champignons au niveau de la vulve. Donc, il faut vraiment aller penser qu'il y a peut-être autre chose. Je recommande au moins un examen pour examiner la vulve et le vagin, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres pathologies qui nécessitent un traitement. S'il n'y a pas d'autres signes de maladie évidentes lors de l'examen, le diagnostic qui va être retenu, c'est le syndrome géniturinaire de la ménopause. Puis une fois que le diagnostic est établi, quelle est votre approche thérapeutique? Donc là, on va réviser avec la patiente certaines modifications des habitudes de vie qui peuvent être apportées. Donc la première chose qu'on sait, c'est que les femmes qui ont des relations sexuelles régulières vont avoir moins de symptômes. Donc on sait que le fait de stimuler la zone, d'aller avoir des relations sexuelles va apporter un flot sanguin important à la zone, puis va maintenir l'élasticité du tissu. Donc le vieil adage « use it or lose it » a une certaine forme de vérité, mais on ne veut absolument pas dire aux patientes si ça fait mal puis qu'elles ont des symptômes, faut que vous ayez des relations, forcez-vous, c'est absolument pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on voit aussi, c'est que les irritants, il faut absolument essayer de les éviter. La peau de la vulve et du vagin va être très, très, très fragile. Elle est amincie, elle devient très délicate, donc elle peut être plus réactive à toutes sortes d'irritations. Après ça, on peut aller vers des produits qui sont naturels et très facilement accessibles. Donc, la vulve reste de la peau. La peau a besoin d'être hydratée. On peut utiliser l'huile de coco, l'huile d'olive pour hydrater l'extérieur de la vulve.
Il existe aussi des hydratants qui sont disponibles sans prescription sur la tablette dans la pharmacie. Ces hydratants-là doivent être utilisés de façon régulière. Ils ne sont pas faits pour être des lubrifiants pour les relations sexuelles. Ils sont faits pour être utilisés au moins 2 à 3 fois semaine en continu pour maintenir un niveau d'hydratation au niveau de la vulve et du vagin. Et ça va améliorer les sensations d'inconfort, de démangeaison et d'inconfort au niveau des relations sexuelles chez certaines patientes. Dans les études, on remarque que ceux qui contiennent de l'acide hyaluronique étaient supérieurs en termes de résultats chez les patientes versus les produits qui n'en contenaient pas. Donc, si vous avez à choisir, peut-être demander un produit qui contient de l'acide hyaluronique en première intention. Pour ce qui est des relations sexuelles, on sait que la femme ménopausée a moins la capacité à lubrifier naturellement. C'est normal. Donc, il faut venir compenser par l'utilisation d'un lubrifiant. Il y a encore une fois pour les lubrifiants toutes sortes de produits disponibles en pharmacie, sur Internet. Il faut faire attention à ce que vous allez choisir. Comme je vous l'ai mentionné, la peau est devenue très mince, elle est très fragile, donc il faut aller chercher un produit qui contient le moins d'irritants possible. Dans les irritants qu'on va souvent retrouver dans les lubrifiants, il y a les parabènes, il peut y avoir certains produits conservateurs et d'autres irritants. Il faut aussi aller regarder si vous ciblez des lubrifiants qu'on appelle à base d'eau, où il faut aller chercher l'osmolalité. Donc ça, c'est une caractéristique des produits à base d'eau et elle est parfois difficile à trouver, cette information. Des fois, il faut aller chercher sur le site Internet de la compagnie. C'est pas toujours facile, mais si l'osmolalité est inadéquate, ça va causer des brûlures et plus de symptômes quand vous utilisez le produit. L'autre alternative aux lubrifiants à base d'eau, ce sont les lubrifiants à base de silicone qui ont été démontrés supérieurs chez les patientes survivantes de cancer du sein. Les lubrifiants à base de silicone sont très rarement disponibles en pharmacie. Il faut aller sur Internet pour les trouver. Dans la capsule antérieure, on a parlé des traitements conservateurs pour le syndrome génito-urinaire de la femme ménopausée. J'aimerais qu'on rentre dans les traitements maintenant médicaux qui existent. Pourriez-vous élaborer sur toute la panoplie des nouveaux traitements et anciens qui existent sur le marché actuellement? Oui, donc on est chanceux. En 2022, sont arrivés plusieurs nouveaux produits pour le traitement du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Donc, notre boîte à outils s'est agrandie cette année. Donc, ça, ce sont des produits qui vont nécessiter une prescription médicale. Donc, dans les outils qu'il y a la catégorie qui est disponible depuis plusieurs années déjà, qui sont les estrogènes par voie vaginale. Donc, ils vont être disponibles sous forme de comprimés intravaginaux. Ils vont être disponibles sous forme de crèmes qui peuvent être appliquées au niveau du vagin et de la vulve et aussi sous forme d'anneaux. Donc, l'anneau va être mis en place au niveau intravaginal et va rester en place pour 3 mois. C'est vraiment un produit qui est à usage local, qui peut être utilisé si on prend des hormones par voie systémique. Donc, même si vous prenez déjà des hormones par la peau ou par la bouche, il est possible d'utiliser aussi les estrogènes au niveau vaginal. Ce n'est pas redondant ou dangereux d'utiliser les deux. C'est parfois nécessaire. Le fait de fumer, peu importe l'âge, le fait d'avoir déjà eu un cancer du sang, on va y revenir, le fait d'avoir déjà fait un caillot du sang, ça ne vous empêche pas d'utiliser ces produits à usage local au niveau de la vulve et du vagin. Je tiens à mentionner que quand on ouvre la notice de ces produits, il y a un avertissement. Cet avertissement, il est mis sur tous les produits qui contiennent de l'estrogène, quelle que soit la dose. Donc, cet avertissement dit que les estrogènes peuvent augmenter le risque de cancer du sang, peuvent augmenter le risque de faire des caillots du sang ou des AVC. Ça ne s'applique absolument pas aux produits à usage local vaginal. Donc, c'est vraiment un avertissement qui est imposé à tous les produits qui contiennent de l'estrogène, quelle qu'en soit la dose. Et donc, toutes les études démontrent que ça ne s'applique absolument pas aux produits à usage locaux au niveau de la vulve et du vagin. Là, vous venez de rassurer une grande proportion de femmes. Excellent, je suis bien contente. Donc, dans notre boîte à outils est également arrivée la prastérone, qui est à base de DHEA. Donc, c'est une molécule qui, quand elle est utilisée par voie vaginale, va se transformer en testostérone et en estrogène localement au niveau des cellules de la vulve et du vagin. Les études ont montré que c'était un produit qui est aussi très efficace pour traiter le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Il n'y a actuellement aucune contre-indication pour utiliser ce produit chez les femmes qui ont eu un cancer du sein. On a également un nouvel outil qui, lui, est complètement différent. On a l'ospémifène. C'est un traitement qui s'utilise par voie orale et qui vient traiter le syndrome génito-urinaire de la ménopause par voie orale. Donc, c'est vraiment très différent de tout ce que j'ai nommé jusqu'à présent, de par le fait qu'il est par voie orale et non pas par voie locale. Mis à part des traitements médicaux, il y a aussi tout le volet au niveau d'atteinte psychologique et même, j'irais plus loin, même au niveau d'atteinte au-delà des muqueuses vaginales, au niveau des fascias, de la musculature. Alors, qu'est-ce que vous suggérez chez ces patientes-là qui, malgré un traitement médical, vont toujours être confrontées avec certaines difficultés?
C'est certain qu'il y a certaines femmes qui vont arriver avec un syndrome génito-urinaire qui est plus sévère. Ce qu'on va voir souvent chez ces patientes-là, c'est que c'est pas juste le syndrome génito-urinaire de la ménopause, c'est aussi ce qu'on appelle la dysfonction pelvienne. Pour ces patientes-là, je vais vraiment recommander une approche multidisciplinaire. Il faut aller des fois travailler en sexologie pour repartir sur une base saine, en même temps qu'on travaille sur la qualité du tissu et sur le relâchement des muscles du plancher pelvien. Donc, ça nécessite des fois des interventions plus larges que juste le traitement local. Maintenant, lorsqu'on instaure un traitement hormonal, est-ce que vous pensez que ce traitement-là peut être utilisé à plus long terme? Oui, donc ce qu'on voit, et comme j'en ai parlé plus tôt, ce sont des traitements qui sont très sécuritaires à très long terme. Et ça peut diminuer de jusqu'à 50% la fréquence des infections urinaires. Donc, même chez la femme plus âgée, c'est un traitement qui peut être offert et qui peut être prolongé pour tout le reste de la vie aussi longtemps que nécessaire. Alors, Dr Bouteau, je vous remercie grandement de cette discussion sur le syndrome génito-urinaire de la femme ménopausée. On se revoit pour la prochaine capsule pour les survivantes de cancer du sein avec syndrome génito-urinaire. Merci beaucoup.